Bonjour à tous, c'est Tambour Battant consacré à une émission littéraire qui aujourd'hui s'intéresse à aller vers l'autre. Beaucoup de livres posent ce problème, des conditions difficiles dans le monde d'aujourd'hui pour aller vers l'autre. Alors avec nous, 4 écrivains. Lydie Salvert, bonsoir. Bonsoir. Lydie Salvert, vous êtes écrivain depuis longtemps. On peut dire que Tout homme est une nuit, qui est ce livre que vous venez de publier. C'est le premier livre que vous avez écrit après votre prix Goncourt, Pas pleurer, qui était aussi publié aux éditions du Seuil. Très beau prix Goncourt dont je reparlerai tout à l'heure. À côté de vous, Xavier Pathier. Xavier Pathier, vous êtes avec nous pour Heureux les serviteurs. Heureux les serviteurs est un roman qui est publié aux éditions du Cerf. Vous êtes auteur aussi notamment de Reste avec moi, qui a été publié chez Gallimard à la NRF. Avec nous aussi Pauline Dreyfus. Pauline Dreyfus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre succulent qui s'appelle Le déjeuner des barricades. Un déjeuner qui se passe pendant mai 68. C'est publié chez Grasset. Vous êtes auteur notamment de Ce sont des choses qui arrivent, aux éditions Grasset aussi, qui avait eu le prix Mémoire Albert Cohen. Et à côté de vous, enfin, Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je vous connais depuis longtemps. Vous êtes antillais, auteur d'un livre qui s'appelait Noire blessure, publié aux éditions du Mercure de France. Et vous venez de publier Avant que les ombres s'effacent, chez Sabine Vespizer. Très beau livre. Merci. Alors, Lydie, on va commencer avec vous, Lydie Salvert. Je rappelle que vous êtes fille d'un couple de républicains espagnols exilés dans le sud de la France. Et on peut dire que vous avez passé votre enfance à Hauterive, près de Toulouse. Vous avez fait des études de lettres à l'université de Toulouse, une licence, puis fac de médecine. Vous avez été psychiatre à Marseille. Vous avez exercé comme psychiatre, revue littéraire à Aix, petit à petit, progrès littéraire, etc. Et puis, vos premiers livres ont été remarqués. La Compagnie des Spectres a reçu en 1997 le prix Décembre, meilleur livre de l'année pour lire. Puis le prix François Billet-Doux pour votre roman BW. BW, c'est les initiales de l'homme qui vit avec vous. Très beau livre. 2014, prix Goncourt pour Pas pleurer. Alors, Pas pleurer, c'est un très très beau livre qui raconte, je dirais, à travers, au fond, l'expérience de Bernanos, ce qu'a été la guerre d'Espagne pour votre famille et surtout pour votre mère. C'est un livre d'amour à votre mère. Mais on va commencer tout de suite avec le livre qui vient de paraître, qui est donc Tout homme est une nuit. Alors, Tout homme est une nuit, c'est l'arrivée extraordinaire dans un petit village sans nom d'un homme qui est un étranger, qui a eu un cancer, qui a un cancer, et qui vient au fond un peu en convalescence dans ce village. Et il entre dans le bistrot de ce village, et on va très vite le regarder comme l'étranger. Et il se sent l'autre. Il se sent celui qui est mis à l'écart. Et au fond, vous avez réussi quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, qui est de faire parler à la fois à l'intérieur de ce personnage qui dit ce qu'il ressent, et de faire parler les clients du café qui sont, je dirais, dans un langage très, très populaire, mais très abîmé, très syntagmatique. Et les deux langages se suivent et se superposent. Et je voudrais d'abord vous interroger sur l'effort que ça a été pour vous de coller ces deux langages, presque comme si vous aviez voulu nous faire sentir en même temps l'existence de deux langages. De deux langages, de deux partis pris, de deux visions de la France. Celle qu'il représente à son insu, qui est celle de l'élite, de ceux qui ont le bien dire. Et j'ai pas dit qu'il était prof de français. Il est prof de français. Et de l'autre, ceux qui se considèrent comme oubliés, comme relégués, comme perdants de la mondialisation, et qui sont dans un ressentiment dont ils n'arrivent pas à dire les causes. Le piège, c'est que les explications à leur malaise, à leur douleur, à leur ressentiment, leur viennent des discours populistes qui leur soufflent des explications donc très sommaires, simplistes. C'est l'étranger, c'est l'élite, ce sont les banlieues métissées, ce sont les puces, etc. L'ennemi est toujours ailleurs et désigné. Effectivement, Patrick, je pensais à Alexandre Vialat qui disait en substance que sans l'imparfait du subjonctif, la vie ne serait pas vivable. Et je crois qu'il a raison. Il avait raison. Et donc, qu'en est-il de cet imparfait du subjonctif
qui est omniprésent dans la confession de votre personnage et qui signe justement son appartenance à une certaine, vous le disiez, un certain savoir, une certaine manière de dire, et qui marque le contraste assez saisissant effectivement entre le Café des Sports et ses piliers et lui. Donc ce jeu polyphonique est très intéressant et dit une chose fondamentale évidemment, qui est que tout s'inscrit dans le langage, y compris le politique. Bien sûr, c'est ce que d'ailleurs Bourdieu disait, le langage nous dit mieux que toute autre chose. Il dit notre origine, il dit notre classe sociale, il dit notre région, bref, il dit mieux que tout. Et c'est un signe de distinction, évidemment. Alors, l'imparfait du subjonctif, il est professeur de français, il est dans le parfait bien dire, pas dans le dire moyen, journalistique, etc. Le bien dire classique, celui de Pascal, celui de Saint-Simon, etc. Et je me suis rendu compte récemment, en parlant avec des Espagnols, que cet imparfait du subjonctif qui me semble être le comble de l'élégance classique, etc., est banal en espagnol. Oui, absolument. Il est banal. Et en italien aussi. En italien aussi. Voilà ce que je pensais être une originalité extraordinaire. En déroulant ce bien dire est au fond très banal. Et d'ailleurs, pour dire ce que sont les deux univers qui s'opposent, je voudrais juste lire un petit extrait. Et l'impression confirmée en moi qu'il existait deux mondes, pense l'étranger, deux mondes rigoureusement délimités, deux mondes bien distincts, bien séparés, sans lien et sans mélange, deux mondes qui semblaient irréconciliables, deux mondes secrètement hostiles, secrètement en guerre, l'un contre l'autre. Même si chacun feignait d'ignorer l'existence de l'autre, même si chacun feignait de ne trouver aucun fondement à la haine de l'autre, même si chacun feignait d'adresser à l'autre un sourire des plus démocratiques et des plus engageants. Lydie Salvert, je voudrais vous poser la question. Au fond, vous nous parlez de deux haines réciproques. Mais finalement, votre prof de français, est-ce qu'il a vraiment une haine au départ pour les gens du Café des Sports? Non. Non, c'est une haine réactive. Ah, réactive. Évidemment. Ils sont dans un parfait non-dialogue, les uns et les autres. Chacun dans l'entre-soi, enfin, et surtout ceux du café. Et je pense que cet entre-soi dans lequel nous sommes tous, et qui sévit à tous les étages de la société, est un désastre. Nous sommes écrivains dans l'entre-soi, les bourgeois se marient entre eux, les démunis sont dans l'entre-soi, etc. Et c'est une chose que je voulais dire, le danger de cet entre-soi, et j'ai perdu du coup la question. Oui, il y a un parfait non-dialogue, un mur infranchissable entre les deux, que seul Augustin va briser. Alors voilà, Augustin, peut-être vous présenter Augustin. Augustin est le fils du leader des horreurs, des Dupont-Lajoie. Trump au petit pied. Puisque Trump au petit pied, celui qui tient le bar, là, il a un fils qui s'appelle Augustin, qui est un peu le prince Michkine. C'est vraiment le prince Michkine. C'est-à-dire qu'il est innocent, il est heureux de voir l'autre, il s'ouvre à l'autre. Oui, la puissance aussi de sa bonté, et qui est tenue pour suspecte par ceux qui sont incapables de l'éprouver. Et c'est une bonté d'ailleurs qui n'est jamais déclamative, qui n'est jamais spectaculaire, qui ne cherche pas de retour, etc. Et lui n'a pas peur des autres, lui va vers c'est ça, parce que étranger. La peur est au cœur évidemment de tout. Sûr. Et il y a un moment, commentant ce qu'il vit, donc Anas, votre personnage, écrit « La peur comme la passion amoureuse ne sont pas du ressort de la raison ». On le sait depuis Hobbes, mais depuis bien avant, depuis les Grecs. Et évidemment, la peur est pour le meilleur et le pire le ciment essentiel des constructions sociales. Et donc, lui, il vient enfreindre finalement cette règle. Lui, il n'a pas peur. Et pour le coup, il est décrié, il est mis au banc, lui aussi, d'une certaine manière. Il est étranger. Il est étranger aussi dans son village. La question de l'étranger est une question qui me taraude, puisque, comme vous l'avez dit, Antoine, je suis issu d'une famille espagnole de réfugiés politiques qui arrivent en France en 1939, et toutes les formes d'étrangeté m'interrogent. La maladie. L'étrangeté de la maladie aussi, parce que finalement il est différent des autres, votre héros, parce qu'il a ce cancer. Oui, mais comme corps étranger en soi.
l'inconscient comme étranger en soi, qui nous fait dire souvent ce qu'on ne veut pas dire, qui nous fait dire des lapsus, qui nous révèle des désirs qui sont à peine les nôtres. La folie aussi comme étranger avec lequel on cohabite. Et puis tout simplement, ce sentiment que nous avons tous à certains moments de notre vie, d'être étrangers à nous-mêmes, de ne pas coïncider avec nous. Je qui ça, dit Beckett, je qui ça. Hein, cette espèce de... Je me regarde et je m'étonne, dit Aragon dans ce poème qui s'appelle L'Enfer. Je me regarde, je m'étonne, est-ce moi? Donc, et je me dis que si nous étions les uns et les autres un peu aimables, avec cette part d'étrangeté qui est en chacun, cette part obscure, cette part inatteignable souvent, on serait peut-être moins rétif devant l'étrangeté de l'autre. Mais en même temps, vous nous dites que c'est finalement chez tout le monde. Oui. C'est la raison pour laquelle vous écrivez par exemple cette phrase qui m'a vraiment retenu. L'autre est fuyant comme une anguille, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Ce qui rend les contacts très difficiles. Alors il y a les contacts entre deux mondes sociologiques, on y est passé. Oui. Mais je dirais, le vrai contact avec un autre individu, c'est que finalement, il est tout le temps fuyant. Parce que c'est tellement terrible de se confronter avec la vérité de l'autre. Il y a de ça, et puis il y a que nous vivons dans une société très hyper-individualiste. Et à la différence des sociétés holistes, peut-être, d'autrefois, où on pouvait s'affirmer tout en étant inscrit dans un groupe social, il semble qu'on ne peut s'accomplir, qu'on ne peut se réaliser, se retrouver que dans la solitude et l'évitement des autres. Et les autres, tous les autres sont quasiment dans ce monde hyper individualiste, où la compétition d'ailleurs sévit de l'école maternelle jusqu'à l'entreprise. L'autre est une menace. Et alors, il y a une suspicion continuelle vis-à-vis de celui qui est différent. Mais oui, parce suspicion. Que... Alors, c'est ça, en fait, qui fait que les gens du café, au fond, ils sont comme chacun d'entre nous. Bien sûr. Hein, ils sont comme chacun d'entre nous, ils ont peur de ce qu'ils sont, ils ont peur de l'autre, etc. Mais ils évitent cette peur, ou en tout cas, en face de cette peur, il y a une espèce voilà, ils font groupe. Ils font groupe. On peut rire de l'étranger, on peut se moquer de lui, on peut le suspecter, et ça renforce des solidarités horribles. Mais des solidarités autour de l'horreur. C'est l'utilité de la victime émissaire dont Girard a cessé de s'interroger. Ça fortifie le groupe, ça le rend homogène, ça permet de canaliser la violence sur un. Oui, c'est ça. Ça permet d'éviter aussi le sacrifice de tous. Absolument. Si on en choisit un. C'est très utile. Mais alors, je lisais récemment, parce que j'ai lu après les choses, après avoir écrit le livre, René Girard disant que la victime émissaire est consentante. Et ça m'a stupéfaite qu'il dise ça. Ce texte de René Girard, donc nous parlons de René Girard, ce philosophe qui a beaucoup écrit sur le bouc émissaire. Ce texte de René Girard, quand il dit que la victime émissaire est consentante, il veut dire par là que petit à petit, elle occupe la place de la victime. Et au fond, quand on est dans la place de la victime, ben on s'y fait. Et on devient victime. Et c'est ça qui est terrible. Et l'étranger l'est en quelque sorte. Et l'étranger l'est dans votre livre, évidemment. Il occupe petit à petit la place de la victime. C'est assez frappant, effectivement. Moi, je pensais davantage, d'ailleurs, qu'au bouc émissaire ou au pharmakos chez les Grecs. Hein. Je pensais à... Je crois qu'il y a un philosophe que vous aimez bien citer, Agamben. Oui. Et lui qui a un livre qui s'appelle Homo sacer. Hein. Et l'homo sacer, c'est quoi? C'est chez les Latins, donc cette victime désignée d'une certaine façon, et à qui on n'accorde plus qu'une vie biologique, mais qui est privée de tous ses droits. Voilà. Oui. Et qu'on peut même exécuter à un moment comme ça, sur ordre, sans problème. Donc je pensais plutôt à ça. Oui, hein, et finalement, l'homo sacer, dit Agamben, parvient à trouver sa légitimité dans la cité grâce à ce statut-là, finalement. Et donc c'est là tout le paradoxe, c'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, les choses peuvent s'inverser. Parce que vous nous dites, lui est un inclus, ses poursuivants sont des vaincus. Ils sont privés de tout, à commencer par le langage. Ils n'ont même pas de langage. J'ai dit tout à l'heure. C'est ça la grande misère. C'est leur grande misère, c'est pas de langage. Vous écrivez plus de mots, partant plus de haine. Alors, partant plus de haine. Ben si, parce que la haine est quand même, elle jaillit par-dessus les mots, même s'il n'y a pas de mots. Et en fait, cette part de nuit et d'étrangeté qu'il y a chez chacun de nous apparaît aussi chez l'autre, chez celui qui fuit, qui finalement
se refuse. C'est comme si vraiment il n'arrivait pas, bien sûr, à communiquer avec ces gens du café. Lui, il n'arrive pas à communiquer non plus avec ces gens du café. Et là, je trouve que le narrateur est enviable pour les gens du café parce qu'il est bronzé, parce que c'est facile, il ne travaille pas, il a de la chance, et il est haïssable. Et en même temps, il y a une espèce de déchaînement de passion. Le livre passe par une chasse à courre, hein, il faut le dire, une chasse à courre de la victime. Tout le monde se met en chasse de cette victime, de cet homme qui est vraiment l'ennemi et qu'il faut faire tomber. D'ailleurs, avec les accusations sexuelles, évidemment, ce type est venu pour nous prendre nos femmes. Il est venu pour violer nos femmes. Et ce qui se passe, c'est que de glissement en glissement, on tient un propos xénophobe, on le tolère, on en rit, on s'en accommode très bien, on le reprend, etc. Et ce qui était au départ un préjugé abject devient une vérité qui va de soi et dont on ne perçoit pas la violence. Et je relisais Klemperer sur la langue du Troisième Reich. Il disait comment une idéologie s'infiltre au plus intime de soi. Et l'infuse dans le langage. L'infuse dans le langage au point qu'on ne perçoit plus l'autre comme un autre. Et il disait par exemple que dans les discours nazis, le mot « peuple » revenait infiniment. Klemperer a très bien montré comment Hitler a abîmé la langue allemande, et il l'a abîmé au point qu'il y a des mots qui ne sont plus utilisables en langue allemande, des mots qui ont changé de sens. Les mots changent de sens pour nous tous avec l'histoire, mais Klemperer a mesuré, parce qu'il était là présent pendant le nazisme, comment ces mots, au fond, s'abîmaient, parce qu'ils étaient utilisés par le parti nazi. Et progressivement, ces mots étant abîmés, on ne pouvait plus les utiliser. On ne reconnaissait plus la langue allemande, dit Klemperer. Et là, on a l'impression que la langue française, on ne la reconnaît plus. Alors à un moment, vers la fin du livre, il y a un petit espoir dans votre livre qui est absolument extraordinaire. C'est une phrase de Valérie que vous citez. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Est-ce que vous voulez dire que votre héros, malgré tout ça, va tenter de vivre ? Le héros a cru qu'il était condamné. Par la maladie. Par la maladie. Par les gens du Café des Sports. Aussi a été terrifié à l'idée de mourir, s'est découvert mortel et a appris à vivre, essaie d'apprendre à vivre en mortel. Les derniers jours qui lui restent, il va tenter de vivre en mortel. Comme vous. Comme ça m'est arrivé. Alors ce livre s'appelle « Tout homme est une nuit », il est publié aux éditions du Seuil, et c'est Lydie Salver qui en est l'auteur. Patrick. Alors Xavier Patier, depuis quelques 30 ans maintenant, vous menez de front un parcours de haut fonctionnaire d'écrivain, après une école d'administration bien connue, des expériences en cabinet ministériel, notamment auprès de Simone Veil et Jacques Chirac, dont vous avez été la plume. C'est intéressant de le savoir. Des nombreuses plumes. Une des nombreuses plumes, en effet. Vous avez été, entre autres, vice-président du groupe Pierre Fabre, éditeur, patron des éditions Privat et du Rocher, et vous êtes depuis quelques mois directeur général des services du conseil départemental de Loire-et-Cher. Alors, après plusieurs romans parus chez Gallimard, dont Reste avec moi, prix Jacques Chardon 94, vous poursuivez la table ronde, vous obtenez le prix Roger Nimier, tiens, on en reparlera, avec Pauline Dreyfus tout à l'heure, le prix Roger Nimier, et avec Le silence des termites. Et j'ai compté en tout pas moins de 26 titres, dont le très beau Blaise Pascal, La nuit de l'extase. Votre nouveau roman paru cet automne aux éditions du Cerf s'intitule Heureux les serviteurs, qui est un titre emprunté aux béatitudes. Alors si on rappelle la vraie citation, c'est Heureux les serviteurs, ceux-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En réalité, il les établira sur tous ses biens et lui-même les servira. Alors pourquoi ce titre si plein d'images déjà, et en l'occurrence aussi un peu teinté d'ironie quand on sait ce qui vient dans le livre? L'histoire du livre, c'est l'histoire du bouleversement d'une vie à travers des expériences nouvelles. C'est l'identité de l'être dans le temps. C'est-à-dire on peut changer parce qu'on devient malade, on peut aussi changer parce qu'on découvre le pouvoir. Et on peut s'apercevoir qu'on devient immortel alors qu'on croyait être mortel. Tout est possible. Et Heureux les serviteurs, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à travers tout cela qui ne change pas. À travers ce qui change, il y a des choses qui ne changent pas. C'est une fidélité à un certain service. Et c'est ça que veut dire la phrase. Heureux le serviteur que le maître à son retour trouvera en train de veiller, alors que les autres se seront carapatés. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est ça. C'est ce titre-là. Et donc, qui est donc
ce Gilbert Dayard, donc dentiste briviste de son état, et qui un jour, sur un quai de métro, il fait me le dire, a une illumination. Oui, alors... Il rencontre une femme, il faut dire, voilà. Dire les choses. Il trouve une femme sur le quai de métro. Alors, moi qui suis vraiment naïf, vous voyez, je me suis dit, ça y est, il va tomber amoureux de la femme, je m'y attends et tout. Mais pas du tout. En fait, cette rencontre avec cette femme, c'est elle qui va lui, au fond, lui faire comprendre petit à petit qu'il faut se convertir et que cette rencontre est l'occasion de se convertir. Cette femme est un peu coiffée à la Jeanne d'Arc. Elle reçoit l'effusion de l'esprit. Bon, pour ceux qui ne croient pas, comme moi, difficile à entendre, mais très bien, elle reçoit l'effusion de l'esprit. Et au fond, petit à petit, elle va le convaincre, lui, ce dentiste, de consacrer sa vie, au fond, à la foi. De consacrer sa vie à un renouveau de la foi. Et alors, l'intérêt de votre livre et l'originalité de votre livre, à mes yeux, c'est, au fond, comment on entre et comment on crée un groupe de foi, une communauté de foi, ce qu'il va faire avec son épouse, grâce à cette rencontre absolument non prévue, incroyable, qui va le pousser, miraculeuse, qui va le pousser à créer cette communauté. Bon, mais si c'était que ça ne serait pas extraordinaire. Mais ce qui est bien dans votre livre, c'est que petit à petit, vous nous mettez en face de quelqu'un qui va jouir du pouvoir de la communauté qu'il a installée, qui va, au fond, profiter de cette communauté sur des plans financiers. J'ai pas tout compris ce que vous dites sur des plans financiers, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il va faire des opérations financières, tout ça, etc., grâce à sa petite communauté, qui va aussi avoir des bénéfices sexuels secondaires, en tout cas en rechercher dans cette communauté, essayer bien sûr de draguer des nanas qui vont lui tomber dans les bras parce qu'il est le gourou. Et alors, rapport très difficile avec les autorités ecclésiales. Les autorités ecclésiales, elles ont d'abord, au fond, une tendresse pour ce renouveau charismatique. Et puis, petit à petit, ils commencent à s'en méfier, parce qu'il y a des bruits qui viennent. Elles n'aiment pas que ça fasse du bruit. Il ne faut pas qu'on en parle un peu partout, des manipulations, des difficultés. Et c'est ça qui va petit à petit mettre la puce à l'oreille des autorités ecclésiales et qui vont mettre votre dentiste en contradiction. Votre dentiste qui s'appelle Frère Manassé, parce qu'il va s'appeler Frère Manassé, il va changer de nom, qui va mettre Frère Manassé en contradiction avec les autorités. Alors, j'ai eu l'impression que votre livre, c'est ça que je voudrais vous demander pour commencer, moi, c'est un mélange de bien et de mal. C'est-à-dire comment, à l'intérieur d'un processus de foi authentique, je ne dénie absolument pas qu'il y a quelque chose d'authentique dans sa foi, petit à petit, le pouvoir prend la place dans le processus de foi, et transforme tout ça en une escroquerie scandaleuse qui s'appuie sur le pouvoir, sur l'argent, pour, au fond, exploiter des gens. Ben, c'est bien ça. C'est-à-dire le bien et le mal sont tellement mélangés que bien savant qu'il peut arriver à faire passer le bistouri entre les deux. C'est comme dire il y a deux mondes, comme vous disiez. Il y en a même plus que deux. C'est très compliqué. Et alors c'est intéressant de cette génération. Vous parliez du peuple tout à l'heure et des mots qui changent de sens. Le peuple dans le discours nazi. Ce qui s'est passé dans les années 80, c'est-à-dire au début de l'aventure de mon dentiste, qui était un dentiste matérialiste, qui n'était même pas un athée. Pour lui, la question ne se posait pas. Il ne se posait pas la moindre question métaphysique. C'est qu'à travers une expérience spirituelle, il découvre le pouvoir. Mais en même temps, il poursuit son expérience spirituelle. Et c'est une période où le nom même du peuple change de nature. Jusqu'aux années 80... Les pauvres en France avaient raison, parce qu'il y avait le Parti communiste, parce qu'on était coupables, ceux qui n'étaient pas pauvres, de ne pas l'être. Et puis on a inventé un mot, ou plutôt on a mis à la mode un mot, qui était le populisme. Et ça, c'est devenu le droit d'avoir la haine du pauvre. Parce que le populisme, ça a ouvert aux dentistes de sous-préfecture, à mon narrateur, le droit de détester le pauvre et de gagner de l'argent sans complexe. C'est les années 80-90. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal là-dedans? C'est très compliqué. Et ce roman, c'est pas le mal ou le bien qui l'emporte l'un sur l'autre, c'est les deux qui grandissent ensemble jusqu'à un paroxysme. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer au cours d'une trentaine d'années, puis ça se termine dans les années 2000. Et vous le dites très bien, effectivement, c'est situé dans le temps, effectivement, c'est le début des années 80, et vous le dites à un moment, donc il y a, au seuil des années 80, la ville de Brive s'épanouissait dans un matérialisme béat. Et tout commence par là, c'est-à-dire ce nihilisme qui s'installe, ces années friques, il faut bien le dire, les années 80, et qui permettent justement l'éclosion, pour le meilleur, de certaines communautés charismatiques, etc., et pour le pire d'autres. Mais en même temps, vous dites qu'il y a un contexte général, parce que vous évoquez la révolution hippie.
en disant que la révolution hippie est offerte aux paroissiens de sous-préfecture. C'est-à-dire que le paroissien de sous-préfecture peut s'affranchir d'un certain nombre d'habitudes multiséculaires pour, au fond, participer à ces communautés nouvelles, ces communautés de foi, et au fond, quitter cette vie traditionnelle qui était la leur. Parce que le hippie, moi je vais devenir un hippie, se disent-ils, un hippie à Brive, dans sa petite communauté, parce que là, l'essentiel, ça va être, au fond, de s'affirmer. Et c'est ça que je trouve très très intéressant, c'est comment le contexte général trouve une image à Brive, dans cette petite communauté, et va transformer, au fond, la vie de ces gens qui sont en communauté. Ils sont relativement nombreux, hein. Il y a une 50aine de personnes qui se mettent autour de votre Ménassé. Alors Ménassé, il a sa femme, qui est gradée dans le groupe, puisque c'est la femme du gourou. Gradée, et puis, ça veut dire... Pardon ? Gradée veut dire quoi ? Elle est considérée comme ayant du pouvoir, quoi. Par elle passe un certain nombre d'injonctions, parce que, voilà, le pouvoir... Et puis, les autres doivent obéir. Mais il y en a qui se révoltent. Moi, je voudrais vous entendre sur ce processus de révolte à l'intérieur du groupe. En fait, vous prenez une tranche de société des années 80, un dentiste, un quincaillier, un travailleur social, qui tous rentrent dans une espèce de démarche qui est un mélange de conversion radicale et d'adhésion à la grande alternative avec un grand A, tutoiement général, le riz complet. Et effectivement, c'est la version catholique à la fin de 68 et du hippisme. Et ce groupe de gens, ils sont restés ce qu'ils étaient quand même. C'est-à-dire que le quincaillier, il a quand même ses affaires de quincaillier, etc. Et à un certain moment, une forme de bon sens réapparaît. Et ils commencent à s'engueuler. Mais ils ne s'engueulent pas sur des sujets théologiques. Ils s'engueulent sur des sujets de logistique. Et c'est ça qui est intéressant. D'une certaine manière, c'est ça qui les a sauvés. C'est-à-dire qu'ils sont restés de quelque part. Et le drame du narrateur, c'est qu'il a mis plus de temps que les autres à s'apercevoir que... Enfin, le narrateur, c'est pas le narrateur d'ailleurs. Du personnage principal, il a mis plus de temps que les autres à se rendre compte qu'il était encore de quelque part. On n'échappe pas forcément à ses racines. Surtout quand on les refoule, d'ailleurs. Surtout. Et donc, ce qu'il faut bien insister sur le fait que ce roman, il est plein d'humour. C'est souvent décapant, hein, il y a une ironie assez décapante. Il y est question donc de pull de laine à torsade. À un moment, il y est question, puisque tout le monde a vieilli, c'est devenu une espèce d'hospice et on entend le cliquetis des piluliers. Voilà, dans le style, hein, il y a souvent de petites notes comme ça, extrêmement ironiques et qui sont cinglantes. Et votre éditeur parle d'un bel antidote littéraire à l'illusion spirituelle. Et donc, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, alors, de toute façon, c'est pas un livre qui cherche à tordre le cou à toute illusion spirituelle, ou plutôt à toute expérience spirituelle, qui ne sont pas toujours des illusions, alors on pourra en discuter à l'infini. À la fin de l'expérience, malgré toutes les mémoires, toutes les catastrophes qui se sont produites, il y a quand même eu du bien qui a progressé. Et donc, ce livre est effectivement présenté comme un antidote à l'illusion spirituelle, mais c'est aussi un livre qui décrit le sucre lent positif que peut être l'expérience spirituelle, à côté de l'antidote. Vous écrivez la chose suivante. Comme il avait le sens commercial, il vendait le royaume des cieux, aussi intrication du bien et du mal, aussi bien qu'il aurait promu un produit domestique. Et comme il vend le royaume des cieux de façon commerciale, il y a des gens qui s'en profitent parce que ça leur donne une spiritualité. C'est pas forcément vécu comme quelque chose qui est une escroquerie. Mais de son côté, lui, il en profite. Alors, je vais revenir sur la question sexuelle parce qu'elle m'a beaucoup attiré, évidemment. Lui, il en profite. Il y a une fille qui s'appelle Rachel qui lui plaît beaucoup, donc il veut voir le sexe avec Rachel. Et alors, lui, ce gourou, il dit, mais voyons, le christianisme, c'est la religion du corps. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on mêle nos corps. Et finalement, elle va accepter. D'abord, elle dit non. Et puis elle se sent forcée, puisque c'est le gourou qui lui propose la religion du corps. Il y a là quelque chose où on voit bien cette intrication du bien et du mal. Mais on peut se poser la question de savoir, vous nous laissez croire que chez chacun restent quand même des éléments de vraie spiritualité. Des éléments de tricherie avec la spiritualité et des éléments de spiritualité. Et c'est ce que je crois. Chez chacun, il y a du vrai et il y a du faux.
Et le harcèlement sexuel, parce que c'est à ça que ça ressemble le plus, sujet très à la mode, c'est la tentation classique de l'homme qui prend du pouvoir, qu'il soit spirituel, qu'il soit commercial, qu'il soit financier, qu'il soit militaire. Malheureusement, la nature humaine est assez prévisible dans ce domaine-là. Donc le type qui devient une espèce de gourou et qui a une autorité spirituelle forte, il finit par éprouver une espèce de concupiscence, comme disait Blaise Pascal. On s'est arrangé comme on a pu avec la concupiscence pour servir au bien public, dit Blaise Pascal. Et lui, il se sert de la concupiscence pour servir finalement sa bonne santé physique. Et les dommages collatéraux qui sont très graves autour sont dissimulés par une espèce de doxa générale qui est la vénération du chef. Critiquer le chef, c'est critiquer le système. Bien sûr. Et face à Manassé, il y a 3 personnages. Il y a l'évêque, qui est le symbole de l'autorité. Il y a un théologien qui représente l'enseignement traditionnel. Et puis, il y a un bénédictin qui incarne la vie spirituelle traditionnelle. Et je vais vous dire, je me suis dit, chez chacun, il y a de la spiritualité. Mais chez l'évêque, il n'y en a pas beaucoup. Chez l'évêque, il n'y en a pas beaucoup. On a l'impression que lui, la seule chose qu'il veut, c'est pas de bruit, hein. Pas de vague. S'il vous plaît, pas de vague. Qu'on n'en parle pas dans les journaux. Hein. Ça, c'est une histoire quasiment vraie. Alors, je dirais que l'évêque fait son métier. Depuis c'est son métier qu'il n'y ait pas de vague. Ouais, depuis 2000 ans, C'est très l'évêque, politique, son hein. métier, c'est de faire en sorte que les paroissiens ne s'écharpent pas. Et donc, aujourd'hui, le métier d'un évêque, c'est qu'il n'y ait pas de scandale dans la presse. Donc, effectivement, il ramène tout le monde sur le sol. Faisant ça, il n'a pas forcément tort. Hein. Mais c'est vrai que c'est le moins spirituel des 3, vous avez raison. Est-ce qu'on peut dire un mot de Odilon Combes, alors? Sans en dire trop, parce qu'on découvre... Bon, voilà, je ne dirais pas. Odilon Combes, c'est alors... c'est le théologien. C'est le théologien qui est un peu le narrateur à certains moments. Il s'appelle Odon Vallet dans la vérité, non? Ouais, vous avez J'ai cru senti comprendre ça. Il a un point commun avec Odon Vallet, c'est qu'il pratique le vélo. Il y a un article de la Croix qui le laissait entendre, en tout cas. Non, Je crois qu'on a la même source. Ce qui n'est pas faux, c'est que... Moi, je pensais à Odon Vallet, parce qu'il a dit Odilon, et je me suis dit, oh là là, il nous raconte des trucs. Vallet, en selle, ça se dit Combes. Ah oui. Odilon et Odo, c'est même un patron. Mais néanmoins, c'est une pure coïncidence. Sauf sur un point, c'est que Odilon Combes pratique assidûment le cyclisme, comme Odon Vallet. Ouais. Et c'est vrai que le vélo et la théologie, ça va bien ensemble, parce que quand on pédale, on pense à la métaphysique. Je trouve que le titre sonne comme un titre de Swift. Heureux les serviteurs? Non. Peut-être, oui. C'est un très beau titre et dont on perçoit évidemment un peu l'ironie swiftienne, je trouve. Bon, alors on va rappeler que le livre de Xavier Patier s'appelle « Heureux les serviteurs » et qu'il est publié par Le Cerf. Alors Louis-Philippe d'Alembert, avant que les ombres s'effacent, je vais vous dire, vous avez été un de mes bonheurs de cet été. Je vais commencer par ça parce que j'avais reçu ce livre quand il est paru, et puis je ne l'avais pas lu, et donc je l'ai lu en juillet. Et je dois dire que ça m'a accompagné, ça a accompagné mes vacances, et je vous en remercie. Parce que ça a été un bonheur considérable. Alors d'abord, vous y rappelez que vous êtes un écrivain haïtien. Moi, je connaissais beaucoup de choses de vous. Vous avez été professeur invité dans des universités américaines et suisses, écrivain en résidence. Le songe d'une photo d'enfance, c'était publié au Serpent à plumes, honorable maison d'édition, hélas disparue. Noire blessure au Mercure de France. Et puis, la balade d'un amour inachevé, aussi au Mercure de France. Alors, ce livre, Avant que les ombres s'effacent, on peut dire que pour vous, c'est absolument, pour moi, c'est surprenant, parce que vous racontez comment des Haïtiens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la Nuit de Cristal, les ambassadeurs d'Haïti circulent dans Berlin et sauvent des Juifs qui sont poursuivis, assassinés. Et alors j'ai été chercher, hein, l'histoire est vraie, absolument authentique. Bravo d'avoir sorti cette histoire, parce que personne ne la connaît, hein, je vous assure. Et en guise de prologue, il y a d'abord une fresque, je devrais dire, qui conduit votre protagoniste de Lodz, en Pologne, à Port-au-Prince. Et vous rappelez, en guise de prologue, le fait que l'État haïtien, en 1939, a été l'auteur d'un décret-loi de naturalisation in absentia, qui a autorisé les consulats haïtiens à délivrer des passeports et des sauf-conduits à des centaines de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur permettant ainsi d'échapper au nazisme. Et avant d'arriver à Port-au-Prince, à la faveur de ce décret au début de l'automne 1939, votre héros, le docteur Ruben Schwarzberg, né en 1913 dans une famille juive polonaise, a traversé bien des épreuves que vous nous racontez.
Mais je voudrais qu'on commence, non pas du tout par Lodge, mais qu'on commence par cette voiture. Pardon ? Qu'on prononce, paraît-il, Wutch. Oui. Qu'on se mette dans cette voiture-là, avec ces diplomates haïtiens qui essayent de remettre dans la voiture. Vous voyez, c'est une image qui me suit depuis que j'ai lu ça. Qui mettent dans la voiture ces types qui sont poursuivis par les nazis, ces juifs, qui sont poursuivis par les nazis, qui veulent les tuer, tout simplement, dans les rues de Berlin. Je ne sais pas si vous avez conscience que vous nous avez donné une image exceptionnelle de ce qu'est la solidarité humaine. Ces Haïtiens ne connaissent pas ces Juifs. Ils vont les sauver. L'État haïtien a ce décret qui va lui permettre, au fond, d'accueillir ces Juifs. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Alors, bien sûr, tout ça va être... disons, traité à travers le camp que vont connaître un certain nombre de Juifs tout de suite après la nuit de cristal. Ils vont être dans un camp, et dans ce camp, il va y avoir curieusement un Haïtien. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a un Haïtien dans ce camp. Oui. Qui dissimule d'ailleurs qu'il est Haïtien. Oui, qui ne dit pas qu'il est Haïtien. Parce que pour les nazis, les Juifs comme les Noirs, c'est des sous-hommes. C'est des sous-hommes. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait eu en Allemagne des expositions d'art dit dégénéré ou de musique dite dégénérée, avec, par exemple, pour la musique de jazz, on nous montre un noir très proche du singe en train de jouer du saxophone avec une étoile de David sur le revers de sa veste. Donc c'était considéré comme, disons, la même catégorie de sous-hommes, en fait. Donc je suis parti de là, de ce lien, mais du lien aussi d'Haïti avec, comment dire, les Juifs depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà, au moment de l'Inquisition, des Juifs qui ont trouvé refuge en Haïti à l'époque, mais la vraie relation va commencer à partir des années 1830, où il y a des Juifs de Pologne, et de Syrie, de Liban, d'Égypte, qui vont aller vivre en Haïti. Mais ce qui explique aussi cette solidarité, c'est le fait que l'État haïtien s'est créé sur la revendication de l'humanité de l'être humain, c'est-à-dire que des esclaves. Qui était l'esclavage, c'est le déni même, comment dire, de l'être humain. Et de l'égalité des races. Et de l'égalité des races, le livre de Firmin, donc, qui est Joseph Anténor Firmin, qui joue un rôle fondamental dans votre livre. Oui, parce qu'au moment où Gobineau écrit l'essai sur l'inégalité des races humaines, donc c'est un Haïtien en 1885 qui est de passage en France où il étudie à la Sorbonne et va écrire un livre qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». Et il répond à Gobineau et dans le roman, j'imagine, parce que là c'est romanesque tout à fait, l'un des personnages, l'oncle du personnage Ruben Schwarzberg, qui passe par Paris et puis sur les quais de Seine, il tombe sur ce livre-là, étant lui juif d'une famille très francophile, donc il voit le titre, ça l'intéresse et il amène le livre à Rouch et le livre va suivre le personnage principal dans toutes ses pérégrinations. Il apprend le français quasiment. Il apprend le français dans un livre très difficile pourtant, parce que c'est un livre scientifique, mais il y apprend, comment dire, le français. Et puis, mais il faut dire aussi que sa mère déjà parlait français, sa grande sœur, etc. Donc il y avait une tradition, c'était une famille très francophile. Et là, justement, le livre va le suivre dans toutes ses pérégrinations. Donc ils vont fuir un premier pogrom en Pologne. De là, ils vont aller s'installer à Berlin, pensant échapper à tout cela. Donc, ils arrivent à Berlin et malheureusement, au bout d'une vingtaine d'années, c'est la montée du nazisme. Et là, la famille s'éclate, elle doit fuir partout. Et justement... certains ont la possibilité de fuir déjà aux États-Unis, à ce moment-là, certains membres de la famille. Mais lui, Ruben, va être pris et il va être dans ce camp de Buchenwald. Voilà. Et à Buchenwald, il va rencontrer ce Haïtien. Personnage haïtien. Et la rencontre entre Ruben et le Haïtien est absolument improbable. Non, c'est pas improbable, justement. C'est-à-dire qu'il y a eu des Haïtiens, notamment ce personnage-là, dont je cite le nom, qui s'appelle Jean-Marcel Nicolas, qui était à Buchenwald. Et la seule différence... Avec un petit anachronisme. Oui, voilà, l'anachronisme à la fin du livre. Assumé, c'est-à-dire que l'Haïtien était à Buchenwald en 1914.
1944. Il y est resté plusieurs mois et après il est allé dans d'autres camps. Et moi, j'en avais besoin en 1939. Et il faut savoir aussi que, donc ça c'est la liberté du romancier, c'est ce que l'historien ne peut pas se permettre cette liberté. Donc j'en avais besoin en 39, je l'ai amené en 39. Et aussi c'est le moment où certaines personnes pouvaient encore sortir des camps. Et en 1939, c'est le 50e anniversaire d'Hitler qui va, magnanime, et c'est dans sa grande magnanimité, laisser partir certaines personnes après les avoir spoliées et au passage. Donc, et ces gens-là, donc Ruben Schwarzberg et son oncle, vont se retrouver sur le paquebot et le Saint-Louis. Attendez, avant qu'ils se retrouvent sur le paquebot, le médecin qui arrive à laisser partir Ruben est un médecin nazi, oui. Très engagé dans la hiérarchie nazie. Expliquez-moi pourquoi il fait ce geste. Mais c'est justement, moi je suis parti d'une phrase, une petite phrase de Simone Veil qui disait, quand elle était dans les camps, à un moment donné, il y a une capo, une femme, qui avait dit qu'elle était trop jeune et trop belle pour mourir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qu'on a du mal à expliquer. Hein. Donc, à un moment donné, c'est comme si il y avait... Je suis agnostique, hein, donc, mais il y avait quelque chose, une force supérieure qui disait que, tiens, le moment n'est pas encore arrivé. Donc, il fallait que... Et là, de temps en temps, on peut y avoir trouvé comme ça, au détour de son parcours, des mains tendues, mais... de manière surprenante, comme vous dites. Hein, un surgissement de l'humanité, comme surgissement, justement, de quelqu'un dont on n'attendait absolument rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et Oui, Philippe d'Alembert. Et puis alors, votre haïtien lui a appris beaucoup de choses à notre juif dans le camp de Buchenwald. Il lui a appris qu'est-ce que c'est que le groupe haïtien à Paris, qui chante à Paris, que si un jour il revient à Paris, il sera bien accueilli par le groupe haïtien. Et ce type qui vient de Pologne, qui passait par Buchenwald, qui est à Berlin, à Buchenwald, apprend des tas de choses sur le groupe haïtien de Paris qui vont lui servir. Oui, alors qu'on ne pense pas du tout. Ô combien pour le reste de son existence. Et puis alors après, donc, il va monter sur ce bateau, le Saint-Louis. Alors là, vous vous rappelez cette incroyable odyssée du Saint-Louis qui amène plein les cales de juifs aux États-Unis. Et ces juifs vont être repoussés. Oui, il y avait un petit millier de juifs, sur ce bateau. Et ce millier de juifs vont arriver à Cuba d'abord, parce qu'ils devaient aller à Cuba. Ils ont des visas, mais qui étaient des visas de touristes et pas des visas de résidents. Mais pour des raisons de corruption qui seraient trop loin à expliquer ici, donc ils n'ont pas le droit de débarquer à Cuba, sauf une trentaine d'entre eux qui avaient de vrais visas de résidents. Donc, et les autres ne peuvent pas. Donc il y a toute une négociation et ça va durer presque 2 semaines. Donc les négociations n'aboutissent pas et finalement, ils essaient d'aller vers les États-Unis. Et les États-Unis n'en veulent pas, avec cette excuse qu'on entend encore un petit peu aujourd'hui, c'est qu'ils avaient peur que parmi les réfugiés, il y ait des espions du service de renseignement et de l'armée allemande. Donc, il pouvait y avoir des espions parmi eux, donc il vaut mieux ne pas les accueillir. Et ce bateau a dû rebrousser chemin et en cours de route, heureusement, le capitaine qui s'appelait Gustav Schröder, qui était qui finira par être fait juste parmi les nations après la guerre, il dit qu'on va essayer quand même d'aller quelque part. Ils essaient avec le Canada non plus, ça ne marche pas. Et puis, en cours de route, ils finissent par être acceptés, entre guillemets, parce que ça avait fait beaucoup de bruit, par la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Grande-Bretagne, donc qui se sont répartis ce petit millier de réfugiés. Et lui, bien sûr, comme il parlait français, il arrive à Paris, et puis il tombe dans ce Paris de l'entre-deux-guerres. Et dans le groupe haïtien, qu'il ne connaissait pas, et qui est sa seule référence. Oui. Et alors, ce qui est formidable, c'est bien sûr, il voit les danses haïtiennes, il voit ce cabaret, et beaucoup de... Et puis, il va quand même se faire arrêter par qui? Par la police française. Oui. Parce que c'est la police française qui va l'arrêter. Merci Vichy. Et il repique au camp d'Argenteuil. Et voilà. Qui est le premier camp à être ouvert. Et alors, donc, théoriquement, départ Auschwitz. Pas du tout. Non. Parce qu'il va être sauvé grâce à l'haïtienne, son amie haïtienne qui est la correspondante de Haïti à Paris, et qui va arriver à l'arracher aux griffes de la police française pour l'envoyer en Haïti. Oui. Et donc, cet homme qui parle allemand,
qui n'a, en fait, ne sait pas parler français. Non, il parle français, mais avec un accent allemand très prononcé, oui. qui n'a aucun rapport avec Haïti, va donc partir pour Haïti. Et là, vous dites quelque chose de très très bien à propos de la langue, qui m'a beaucoup touché. Vous dites qu'au fond, il se met rapidement au créole, délaissant l'allemand, je cite, cette langue de la lacération du tissu familial. C'est-à-dire la langue est marquée par la lacération du tissu familial, puisque la famille a éclaté à Berlin. Oui. Et au fond, la langue est marquée par ça. Et lui, il va apprendre le créole en Haïti avec ce souvenir, avec cette image de la lacération du tissu familial. Mais alors justement, pardonnez-moi, mais j'enchaîne là-dessus. Pourquoi cette langue de la lacération, l'allemand, du tissu familial, est celle qui vient immédiatement à l'esprit du médecin et de sa petite cousine, la petite fille de sa tante, qui vient d'Israël en 2010 pour aider après la catastrophe, etc. Donc pourquoi l'allemand leur vient naturellement alors qu'ils avaient d'autres langues à disposition, justement? Oui, lui, il ne parlait pas hébreu. Donc cette fille, Déborah, est née en Israël, elle parle hébreu couramment, bien entendu, et elle parle anglais. Donc une partie de la famille a pu quitter Berlin à l'époque pour aller en Palestine mandataire, qui va devenir Israël. Et là, donc c'est vrai que bon, lui, il parle anglais, mais elle aussi, cette petite fille, petite cousine, pardon, parlait allemand. Donc, parce que finalement, lui, il a grandi dans la langue allemande. Il est parti de Pologne, il avait 5 ans. Donc, il se considérait plus comme berlinois. Et donc, du coup, il parle allemand, c'est, comment dire, la langue. Et quand il devient vraiment spontané, donc ne pouvant pas parler créole avec cette petite cousine, c'est l'allemand qui lui vient. Parce que cette petite cousine qui arrive de très loin, qui arrive d'Israël, et qui lui demande de raconter une histoire qu'il n'avait racontée à personne, pas à ses enfants, pas à sa femme. Et finalement, c'est toute son enfance aussi qui remonte à la surface. Et c'est cette langue qui arrive. Et pourtant, c'est la langue qui a été, quelque part, à l'origine de l'éclatement de la famille. Alors, le récit se prolonge jusqu'aux 96 ans de Rouben, en 2010 à Port-au-Prince. Et lorsqu'il a, selon le narrateur, un pied dans un cercueil et l'autre sur une peau de banane. Comme on dit à Haïti. Oui. Et donc, petit à petit, les expressions de Haïti sont devenues les siennes. Et ça, c'est très, très important. Petit à petit, au fond, il est devenu un Haïtien. Ce que je trouve remarquable, c'est que cette vision, à travers des générations très différentes, permet de reprendre la continuité des solidarités qui ont rapproché Haïti et les Haïtiens de ces Juifs boutés en dehors de l'Europe, et donc de leur permettre de continuer à vivre. Et je trouve ça absolument magnifique. Merci vraiment pour ce très beau livre. Donc je rappelle que ça s'appelle « Avant que les ombres s'effacent ». C'est dû à Louis-Philippe d'Alembert, et c'est chez Publié, c'est Sabine Vespizer. Alors Patrick Hudoret, à vous, Pauline Dreyfus. Alors Pauline Dreyfus, vous êtes l'auteur de 5 livres, parus essentiellement aux éditions Grasset. On peut citer Immortel, enfin, paru en 2012, qui met en scène l'accession de Paul Morand à l'Académie française, au fauteuil de l'avocat Maurice Garçon. Vous avez eu le prix des Deux Magots 2013. Pour ce livre. Pour ce livre, absolument, puisqu'il est décerné en janvier. Mais aussi, donc on peut citer Ce sont des choses qui arrivent, le prix Mémoire Albert Cohen en 2015. Et en cet automne, donc, Le Déjeuner des barricades, qui vous a valu d'être finaliste du prix Interlié, remporté par un autre auteur, Grasset d'ailleurs, Jean-René van der Platzen. Alors, on croyait naïvement que le cœur battant de mai 68 était la Sorbonne et la rue Gay-Lussac, mais vous nous dites dans ce roman que c'est pas du tout ça. Non, c'est à l'hôtel Meurice que ça s'est passé, un des plus beaux palaces parisiens, et qui a eu largement sa part. Donc ça semble paradoxal. Pourtant, en ce 22 mai 68, l'événement littéraire qui doit s'y dérouler est menacé de conflagration, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout part de quelques lignes du journal intime du critique littéraire Jacques Brenner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que quand on pense à mai 68, on pense aux pavés qui valsent au quartier latin, et on pense à l'usine Renault à Boulogne-Billancourt qui est occupée par les ouvriers. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait la fièvre de la contestation, elle s'est propagée un peu partout, y compris jusque dans les palaces parisiens. Donc, assez curieusement, ces endroits qui sont plutôt le symbole du luxe, du capitalisme et de la tranquillité sociale, en fait, ont été bousculés par mai 68, et on y a voté l'autogénie.
l'autogestion. L'autogestion qui est vraiment l'utopie 68 Donc c'est le comité de salut excellence. public qui s'installe au Meurice, en gros. Et donc, c'est tout à fait vrai. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Et vous voyez qu'on ne le savait pas. C'est ça qui est intéressant. Qui circulait, moi qui suis très vieux, qui circulait dans Paris. Toi qui fréquentais les palaces, c'est tout. Non, pas du tout. Je circulais dans Paris. Tu avais le comité de délivrance de l'hôtel machin. Oui. On croisait les grooms dans la rue. Bien sûr. Et alors, c'est un contexte assez cocasse, et moi ça m'a beaucoup amusé. C'est, si vous voulez, la contradiction entre ce personnel d'hôtel qui est vêtu dans des uniformes très élégants, et qui, en même temps, tous les matins se réunit en assemblée générale et dit « il faut rendre le pouvoir à la base ». Donc c'est vraiment ce que j'appelle la révolution en queue de pie et en gants blancs. Oui, c'est vraiment une image qu'on n'a pas d'habitude et qui m'a beaucoup amusée. Voilà. Du coup, c'est vrai que ce livre est d'un humour fracassant. Le personnage principal, il faut le dire, c'est l'hôtel Meurice. Ah oui, et l'hôtel Meurice occupé. Bon, mais dans cet hôtel Meurice, on va donc remettre un prix littéraire. Et donc, et pas n'importe quel prix littéraire, le 5e prix Roger Nimier. Oui. Et figurez-vous que le 5e prix Roger Nimier, tout le monde ne le sait pas autour de la table, parce que vous ne pouvez pas tous lire le livre, c'est Modiano qui l'a eu. Et donc, on voit Modiano, dans ce livre, arriver dégingandé. Il n'a pas changé. L'auteur de La Place des Étoiles, elle le raconte. Donc, il est auteur de La Place de l'Étoile. Il arrive dans cet endroit absolument problématique, complètement défait, où les choses sont à la fois en ordre et pas en ordre. Il va arriver pour participer à ce déjeuner littéraire. On va vous dire qu'il y a autour de la table, mais c'est extraordinaire dans ce déjeuner littéraire. Il va arriver pour participer à ce déjeuner littéraire, et lui... comme toujours, vous savez comment il est, on aurait pu l'inviter ici, mais chaque fois je n'ose pas l'inviter à l'émission, parce que, il a tellement de mal à s'exprimer, les phrases ne sortent pas, et donc... déjà à l'époque. Alors vous racontez ça, justement. C'est-à-dire qu'il bafouille, il balbutie, il est incapable de terminer une phrase, et c'est étonnant, parce qu'il n'a que 22 ans, mais il est exactement tel qu'on peut le voir aujourd'hui à la télévision. Il n'a pas changé, et il n'a pas non plus changé dans ses obsessions. C'est ça qui est intéressant, c'est que déjà à 22 ans, au fond, tout son imaginaire est tourné vers la guerre et vers l'occupation. Et quand lui, il pénètre dans l'hôtel Meurice, il n'est plus du tout en mai 68. À quoi il pense ? Il pense que l'hôtel Meurice a été occupé par les Allemands, comme tous les grands hôtels parisiens d'ailleurs, mais que ça a été le siège de la commandanture du Grosse Paris. Von Scholtitz. Et que Von Scholtitz, il y a quelques pages sur Von Scholtitz, remarquable. C'est de là qu'il a désobéi Hitler. Voilà. Von Scholtitz est revenu dans l'hôtel Meurice. Il a voulu, en fait, il voulait présenter à sa femme, et puis ça n'a pas été possible. Il a voulu sa femme n'est pas venue. Enfin, c'est vous qui le dites, c'est sûrement vrai. Bien sûr, sa femme n'a pas pu venir. Mais quand même, lui, il a voulu revenir. Je vous rappelle que Von Scholtitz avait reçu l'ordre d'Hitler de faire sauter Paris. Paris, bien sûr. Qui s'est refusé à faire sauter Paris. Et donc Von Scholtitz revient dans cet hôtel qui était son lieu de résidence, son quartier général. Et au fond, on le voit errer dans cet hôtel. En 65, il est revenu. Ça, c'est absolument formidable. Juste avant sa mort. C'est 2-3 pages formidables. Parce que 2-3 pages où on voit Von Scholtitz, au fond, voir d'un autre regard l'hôtel Meurice. Et puis, il y a la préparation de ce fameux déjeuner. Alors, il y a le conflit de classe à l'intérieur de l'hôtel Meurice, entre le personnel qui s'est insurgé et la direction qui ne peut plus donner des ordres parce qu'elle n'est plus la direction. Et puis, il y a le repas qui va se tenir. Voilà, et c'est un repas qui est très mal engagé dès le départ. D'abord parce que c'est une provocation, ce déjeuner. Toute la France est en grève à ce moment-là. Le pays est paralysé. Il y a des problèmes de ravitaillement, de pénurie d'essence. Et on s'apprête à se goberger dans une salle à manger dorée avec des maîtres d'hôtel en gants blancs. Première provocation. Ensuite, on va donner à ce jeune lauréat, Patrick Modiano, un chèque de 5 000 francs. Il faut savoir que le SMIC est à 500 francs à l'époque, donc c'est 10 SMIC, c'est un gros chèque. Et tout le pays est précisément en train de revendiquer pour demander des augmentations de salaire. Et puis, troisième problème, c'est que les invités n'arrêtent pas de se décommander, parce qu'on ne peut plus circuler dans Paris. Alors, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de taxi, et puis, il y a tous ceux qui ont fui Paris pour aller en province attendre des jours meilleurs. Et Florence Gould, qui est la mécène
qui organise ce déjeuner, qui est la maîtresse de maison, au fond. Ah, c'est un personnage. Qui est un drôle de personnage. Elle a cette idée géniale, parce qu'elle redoute un peu une fête au rabais. Elle se dit, je vais inviter des clients de l'hôtel. Parce qu'eux, ils n'auront aucun problème pour venir, ils n'auront qu'à descendre l'escalier. Et donc, elle va susciter cette table complètement hétéroclite et même surréaliste d'un certain point de vue. Et l'adjectif que j'utilise n'est pas innocent, parce qu'il y a même Salvador Dali, le génie du surréalisme. Avec Gala. Avec sa femme, Gala, qui est là. Et tout ce petit monde est là autour de Modiano. C'est hallucinant comme déjeuner. Et son Oslo. Babou. Ah, Babou. Babou n'est pas là à table. Mais qui finit par commettre quand même l'irréparable. Babou fait des grosses bêtises. L'irréparable. Mais il ne faut pas tout raconter. Et puis, il y a un notaire de Montargis. Notaire de Montargis qui est très malade et qui s'est offert une meuriciade, c'est-à-dire un petit séjour à l'hôtel Meurice avant de mourir. Il sait qu'il a un cancer en phase terminale, qu'il va mourir, et il s'offre un dernier plaisir dans la vie, c'est passer quelques jours dans le temple du luxe et du clinquant. Sauf qu'il est arrivé à Paris le 12 mai, c'est-à-dire la veille du début de la grève générale. Et donc tous les billets qu'il a pris pour aller au spectacle, pour aller dans les musées, pour aller, etc., servent plus à rien. Et il est coincé dans cet hôtel et on va évidemment le recruter pour ce déjeuner et il est enchanté parce qu'au fond, il s'appelle Aristide Aubuisson, notaire honoraire de Montargis. C'est le contrepoint à tous les autres. Oui. Et lui est un personnage de fiction pour le coup. C'est-à-dire que c'est le seul qui n'est pas blasé, qui est content d'être là. On vous rendez compte à côté de Modiano. Oh là là là. Alors il ne se rend pas compte. Il sait pas qui est Modiano. Dali, il se rend compte. Modiano, il ne se rend pas compte du tout. Ouais. Mais il a quand même cette espèce d'honnêteté et de courtoisie d'aller acheter le livre avant le déjeuner et de le lire. C'est-à-dire qu'il se dit, moi je vais rencontrer un écrivain, j'aurais lu son livre. Alors que les autres, ils n'ont pas franchement lu le livre. C'est le seul finalement qui échappe aux vanités, au stuc et qui a une armature morale un peu. C'est le seul qui est honnête dans cette affaire, évidemment. Oui. Et c'est le seul qui est enchanté par le déjeuner. Je voudrais rappeler que dans ce prix, il y a d'une part Morand, que la collaboration est son âme, Chardonne, que la collaboration est son âme, Jouandeau, que la collaboration est son âme, Blondin, bon. Oui, c'est un jury très à droite. C'est un jury très à droite, ce jury du prix Roger Nimier. Et donc, si vous voulez, au fond, c'est assez sidérant. C'est un peu comme si le jury se redonnait une virginité en donnant un prix à Modiano. Alors, il y a aussi que c'est un peu un malentendu, ce prix. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Place de l'Étoile, mais La Place de l'Étoile, c'est un roman qui reprend, au fond, tous les clichés de l'antisémitisme. C'est très ambigu. Et que ce jury a lu le livre au premier degré. Oui, ça, et se dit, ce gamin partage nos idées, il est génial, on va lui donner le prix. Alors qu'en fait, Modiano, il a vu ça au second degré, il a voulu se moquer des choses. Et Modiano a souvent répété, dans les années ultérieures, que ce prix Roger Nimier 1968 était un énorme malentendu. Mais il faut se mettre à sa place. À l'époque, il a 22 ans, il est complètement fauché. Donc il est assez content de ce chèque, gros chèque qui tombe du ciel. Sa maison d'édition, qui est Gallimard, est quand même contente qu'un premier roman sorte de l'ombre. Ça n'a pas changé même aujourd'hui. Et donc il n'a pas envie de poser trop de questions et de faire trop de problèmes. Donc il se tait. De toute façon, il ne sait pas les poser, les questions, il n'y arrive pas. De toute façon, il n'y arrive pas, oui. En fait, ce roman est une réinsertion dans l'histoire littéraire d'un moment historique très étonnant. Parce que 68, tout s'est arrêté, et l'histoire littéraire... Ce que j'ai compris, moi, c'est que finalement, l'histoire littéraire continue. On peut continuer à écrire. Vous voyez, on peut continuer à écrire sur 68. Tous ceux qui ont vécu 68, moi je l'ai vécu, on a eu l'impression que tout s'arrêtait. On ne pouvait plus circuler, on ne pouvait plus aller nulle part, tout manquait, tout était fermé, etc. Mais la pensée a continué, bien sûr, à fonctionner, et l'écriture a continué à fonctionner. Vous savez que Belle du Seigneur est sortie en mai 68. Oui, et c'est pour ça que je voudrais vous rendre hommage, parce que je trouve que cette idée selon laquelle la littérature continue quand tout s'arrête, c'est plus fort que tout. Ça, c'est une très belle idée. C'est bien, c'est la littérature qu'on va couronner en 68 dans ce restaurant. Alors évidemment, c'est très drôle, parce que Florence Gould est une milliardaire sidérante. Il faut dire que Getty, qui est un milliardaire américain, Jean-Paul Getty, qui est aussi dans l'hôtel, et qui lui est absolument persuadé que les révolutionnaires de Paris vont venir lui couper le cou. Oui, c'est sûr, il va mourir. Il se cloître dans sa chambre. Il se cloître, il s'enferme, etc. C'est évident, ils vont venir me tuer, puisque moi je suis l'incarnation du capitalisme américain. C'est terrible. Et elle raconte ça très drôlement. Je veux dire qu'on voit très drôlement... Il est persuadé que sa dernière heure est arrivée. Et vous racontez très drôlement cet affrontement, en fait, entre Getty et ses fantasmes révolutionnaires. Mais moi, je crois que dans le livre... ce qui est vraiment passionnant,
c'est comment la littérature passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange sur le livre, aucun échange sur le livre lui-même, mais il y a tout ce qui est autour de la littérature, dont vous, les écrivains, vous souffrez un peu, me semble-t-il. Vous devriez souffrir un peu. C'est-à-dire cette espèce de mousse, vous voyez, inutile, de gens qui lisent pas vraiment, de gens qui disent « Oh, comme vous êtes savant, comme vous êtes beau, etc. » et qui finalement passent à côté de l'essentiel. Comme quoi c'est éternel. Ça existe toujours aujourd'hui. Et vous arrivez à faire quelque chose Mm. qui est un vrai roman sur l'inessentiel. Parce que qu'est-ce que c'est le prix Nimier, hein? Bon, je viens, non, je veux dire, bon, c'est un prix littéraire parmi nous. C'est un joli prix. Oui, d'accord, mais d'accord. Je sais que c'est pas Xavier Pétier qui dira le contraire. Mais non, mais bien sûr, c'est un joli prix. Mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à la vie et par rapport au contenu de la littérature? Ça, c'est vrai de tous les prix. Non, mais par rapport au contenu de la littérature, je veux dire. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre. C'est ce contraste entre la littérature et puis tout ce qui est autour. Et moi, je voudrais vous féliciter pour ce livre, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que pour tous ceux qui ne connaissent pas parfaitement ce qu'il y a autour de la littérature, on découvre qu'autour de la littérature, il y a aussi de la littérature. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est rassurant, oui. Oui, bien sûr. Bon, alors maintenant, on voudrait tenter d'échanger un peu tous ensemble. Voilà, j'ai eu l'impression que nous avions ensemble un point commun, qui est la question d'aller vers l'autre. C'est difficile d'aller vers l'autre. On est dans un monde où les gens s'intéressent de plus en plus à eux-mêmes, et que chacun de vos romans était un encouragement à aller vers l'autre. Et je voudrais savoir si c'est une idée qui vous travaille. Quelquefois, on a des idées de fond quand on écrit un livre. Des idées de fond avec qu'est-ce que je veux dire. Par exemple, dans le roman de Louis-Philippe d'Alembert, incontestablement, la démarche, je me suis dit, bon, bien sûr, il est haïtien, il veut rendre hommage à la démarche des Haïtiens vis-à-vis des Juifs. Et on est touché par cette démarche. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que c'est vraiment aller vers l'autre. Et puis, dans le roman de Patier, je dirais qu'on veut aller vers l'autre, mais finalement, on a des obstacles terribles. Des obstacles de pouvoir, de goût du pouvoir. Et finalement, je dirais, la bonne intention se heurte à quelque chose. Dans le roman de Lydie, au fond, des deux côtés, aller vers l'autre est difficile. L'obstacle de l'autre est quelquefois infranchissable. Et chez vous, le rapport, vous, Pauline Dreyfus, entre cette milliardaire Florence Gould et les gens qui sont autour de la table, il est faux. C'est un rapport totalement faux. Et donc, on ne peut pas aller vers l'autre quand on a des rapports faux. Comment aller vers l'autre? Et je voudrais savoir si c'est une idée qui préside à votre manière de penser la littérature ou de penser ces livres. Mais penser, tout simplement, suppose qu'il y ait de l'autre. Et parler suppose qu'il y ait de l'altérité. Et j'ajouterais que... Pour qu'il y ait dialogue, en effet... Par définition, l'écrivain est celui qui s'intéresse à l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est... les vrais écrivains sont optimistes. Oui. Mais c'est vrai, bien sûr. Oui. Voilà, il y a cette curiosité qui préside à l'écriture quand même. Et même chez Pauline Dreyfus, à un moment, donc là, effectivement, aller vers l'autre, c'est très compliqué dans son livre, parce que moi, j'y ai vu une sorte de prova d'orchestra à la Fellini. Ça m'a fait penser à ça, et du coup, c'est très drôle. Mais à un moment, il y a vraiment quelqu'un qui va vers l'autre. C'est Modiano. Il est parti et il revient. Il revient pour voir finalement le seul qui lui semble digne d'intérêt, qui est le notaire de Montargis. Voilà. Et du coup, parce qu'il se dit, mais lui, peut-être que je pourrais échanger avec lui. C'est le seul qui a lu mon livre. Il a lu le livre, c'est ça. Et finalement, et là, il y a une très jolie idée très poétique. De là naît Dora Bruder, qui est son futur livre, on le sait, puisque c'est le notaire qui lui apporte sur un plateau, en quelque sorte, l'idée. Donc je trouvais que l'idée était poétique et belle. Ouais, voilà. c'est joli. Donc là, il va vers l'autre. Il revient vers l'autre, en quelque sorte. Il revient vers l'autre. C'est amusant parce que l'écrivain qui va vers l'autre. En mai 68, la vie littéraire a continué imperturbablement. Et je pensais à l'occupation. Mauriac a un mot assez sévère d'ailleurs pour les gens qui étaient dans le jury, Nimi un peu plus tard. Il dit ils avaient une obsession, les écrivains, c'était de paraître, dans les deux sens du terme. Mais paraître, ça veut dire avoir aussi, ça veut dire, il y a un côté narcissique dans l'idée de paraître, mais aussi l'idée quand même d'atteindre l'autre. Et c'est vrai qu'au bout du bout, l'écrivain, il se cherche lui-même parce qu'il a quand même envie d'émouvoir quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça, je dis que c'est une vision optimiste de dire que l'écrivain se préoccupe exclusivement de l'autre. Oui.
Oui, mais derrière la rédaction d'une œuvre, il peut y avoir cette idée aussi de l'autre, c'est-à-dire d'aller vers l'autre. Et par exemple, moi, en écrivant ce roman, pour moi, c'était fondamental, c'est-à-dire à la fois d'aller vers l'autre et de tendre la main aussi, c'est-à-dire l'idée de main tendue. Et ce qui était, quand on prend aujourd'hui, si on regarde, on prend un abonnement Internet, par exemple, tout bête, on a près de 150 chaînes de télévision, donc, mais qui vont créer une atmosphère anxiogène chez nous, parce que ça nous apporte que des informations négatives sur le monde, et on a l'impression que c'est un endroit vraiment insécure, le monde, où on ne peut pas vivre. Et de temps en temps, il y a d'autres personnes comme ça qui vont au-delà de cette peur-là et qui vont tendre la main aux autres. Et l'histoire de cet agriculteur français, Cédric Héroux, qui avait... Dans la vallée de la Roya. Justement, et qui a failli finir en prison et qui devait même payer une amende. C'est-à-dire, il est allé vers l'autre, vers les autres. Pour aider les étrangers qui venaient en France, alors qu'en principe, on peut dire qu'il ne leur doit absolument rien. Donc, c'est cette envie. Plus, lui, il a été arrêté pour ça. Non, finalement, il n'a pas été arrêté, il a été mis en examen, mais si vous voulez, en principe, il ne doit rien à ces gens-là, mais il y va. Et je pense que c'est quelque chose dont il a besoin aussi, dont on a tous besoin. C'est-à-dire, on ne peut pas, même les écrivains les plus narcissiques ou les plus nombrilistes, ont quand même besoin d'aller vers les autres pour exister en tant qu'être humain. Mais en même temps, il me semble qu'il faut se méfier d'une littérature qui serait porteuse des grands sentiments, etc. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et d'une belle morale. Je suis tout à fait d'accord. L'idée aujourd'hui... Oui, il faut se méfier. L'idée, c'est de dire que... Oui, l'idée... Ça a envie de faire devenir très mauvais. Non, je suis d'accord. Déjà, un certain André Gide nous prévenait déjà il y a longtemps. L'idée, Patrick, c'est de dire qu'aujourd'hui, qu'on le sait, que les bons sentiments ne font pas de la bonne littérature, mais l'inverse est, comment dire, peut-être vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir de bons sentiments qui font de la bonne littérature. C'est-à-dire tout comme les mauvais sentiments ne font pas nécessairement de la bonne littérature. Évidemment, bien sûr. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire un mot quand même de la manière dont vous écrivez. Voilà, je trouve que c'est pas parce que vous êtes rassemblés ici, encore que nous les avons choisis, vous avons choisi avec Patrick. Moi, ce qui m'a retenu dans vos livres, c'est aussi l'écriture. Bien sûr, l'attachement à la langue. C'est pas les bons sentiments. Et quand je dis l'ouverture à l'autre, c'est que c'est une écriture qui se gonfle d'autre chose que d'elle-même. C'est-à-dire une écriture dont le rythme, dont l'inventivité littéraire est chargée de quelque chose qui n'est pas elle. Et je voudrais vous en remercier. Et je voudrais essayer de parler de cela pour chacun de vos 4 livres. Ça vous relie en effet, hein, cette célébration de la langue et des mots qui construisent et étaient l'esprit humain. On le sait, enfin, tout vient de là. Et je dirais heureux les serviteurs de la langue, hein, en quelque sorte. Il y a quelque chose là que vous partagez. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. J'ai commencé avec Lydie Salvaire et ce mélange des langues. Parce que Lydie Salvaire, elle arrive presque à mettre concurremment les 2 langues du Café des Sports et de son héros, qui est un homme très cultivé, ensemble. Ça se succède, mais ça se confronte. Et on a ces 2 langues. Si je prends le livre de Patier, je dirais que la langue des autorités, la langue du pouvoir, que prend à un certain moment Manassé, au fond, entre en contradiction avec l'espèce de naïveté de ceux qui vont dans le groupe. Et la langue naïve de ceux qui vont dans le groupe, elle apparaît, et vous en rendez remarquablement compte. Chez Louis-Philippe d'Alembert, je trouve que, alors, au fond, la langue allemande, dont le héros est plein, petit à petit se matine d'autres choses. Et moi, ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est à la fois vous plaider pour le mélange des langues, et en même temps vous plaidez pour ce que chaque langue rend comme résultat culturel. Oui. Et comme résultat culturel spécifique. Votre héros apprend, il ne sait rien d'Haïti, et il va apprendre ce que c'est la langue créole. Mais la langue créole va lui permettre de mélanger plein de choses. Et vous, Pauline Dreyfus, j'ai l'impression que, là encore, on a la langue des gens qui sont assis dans la vie. Voilà, Madame Gould, elle est assise dans la vie. Et puis, on a quand même cette absence de langue de Mandiano.
et la manière dont vous écrivez cette rencontre, c'est-à-dire ce déjeuner. Et j'ajouterais une chose, c'est que moi, il y a une chose, j'étais pas née en mai 68, et quand j'ai fait des recherches pour le déjeuner des barricades, il y a une chose qui m'a enchantée, c'est l'inventivité des slogans de mai 68. Et j'ai essayé d'en retrouver des moins connus que d'autres, parce que sous les pavés la plage, on connaissait tous par cœur. Et j'ai trouvé des formules que j'ai trouvées superbes, amusantes, intéressantes. Quand ils disent la barricade ferme la rue mais ouvre la voie, et ben moi je trouve ça magnifique. Voilà. Et pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, moi c'est les mots de mai 68 qui m'ont intéressée. Vous voyez, c'est-à-dire que... L'événement rend la langue vivante. Voilà, l'événement rend la langue vivante. Pour essayer de dépasser cette idée, on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, mais on est bien d'accord. Mais ça n'a pas grand intérêt de dire ça, excusez-moi. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment la vraie littérature prend pied dans quelque chose qui est la réalité, mais une réalité qui est aussi une réalité littéraire. C'est-à-dire que ce que vous racontez, c'est à la fois une réalité historique, et en même temps une réalité qui se reflète dans la littérature. Aujourd'hui, arrivent des réfugiés autour de nous. C'est quand même très difficile de ne pas y penser, qui sont repoussés, on en prend un minimum, etc. Mais si on pense que écrire, c'est à la fois penser à ce mouvement et penser à la manière dont ce mouvement se reflète dans la littérature, alors là, on touche quelque chose de très, très intéressant. Parce que ça fait des siècles qu'il y a des réfugiés qui veulent arriver. Et la littérature, elle a rendu compte de cela depuis des siècles. Et donc, si vous voulez, écrire en essayant d'imbriquer la réalité et la manière dont le reflet littéraire s'organise autour de ça, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a chez vous aussi un point commun qui est l'hommage que vous rendez donc à la langue et aussi à ceux qui la servent. Hein, chez vous, il y a des auteurs qui jaillissent sous les plumes d'Anas, qui sont Pascal, qui sont Balthazar Gracian, enfin, c'est que des bons. Hein. Voilà, chez Xavier Paty, pareil. Vous, évidemment, puisque il y a Jean Chalon qui passe un moment, vous avez peut-être croisé au prix des Deux Magots, par exemple. Voilà, et puis, alors, chez Monsieur d'Alembert, donc il y a un hommage, mais aux auteurs, enfin, je connais un petit peu les littératures antillaises, et là, il y a des auteurs qui surgissent d'un seul coup. Ida Faubert, la poétesse, qui le prend sous son aile à Paris, mais donc Joubert Satir, qui est toujours vivant, d'ailleurs, qui enseigne au Canada, je crois, Anténor Firmin, bien sûr, mais Jean Prismars, Léon Lalo, Roussan Camille, qui est le Roussan Camille, qui est très présent. Roussan Camille, bien sûr. En même temps, n'effrayons pas le lecteur. Il ne faut pas croire que pour autant... Non, mais ce sont des petites touches. Hein. C'est des petites touches. Tu as raison. Voilà. Mais c'est important. Hein, ce sont des hommages à la langue et à ceux qui la servent. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 4 livres qui sont, je dirais, une possibilité formidable d'entrer dans l'histoire de la littérature. Et moi, c'est ce qui m'a touché, d'entrer dans l'histoire de la littérature grâce à la présence d'un autre. C'est-à-dire que votre mouvement vers l'autre permet au lecteur de se dire quelque chose sur le mouvement de la littérature. Et en même temps, pour moi, il y a aussi cette interpénétration des langues. C'est aussi une manière d'aller vers l'autre et de recevoir aussi de l'autre, et tout en gardant sa propre langue. C'est pour cela que quand on me parle, et souvent on peut sentir une forme de peur de la part de certaines personnes. Oui, la langue française va disparaître ou telle autre langue va disparaître parce qu'il y a contact. Moi, non, je n'ai pas du tout peur, j'ai envie de dire, et je ne crains pas la disparition de cette langue. Au contraire, plus les langues vont aller vers d'autres langues, plus elles vont rester vivantes, elles vont en se métissant, elles vont continuer à rester vivantes. Et pour moi, c'est ce que j'ai essayé, de faire dans ce livre-là, en y mettant justement du yiddish, de l'hébreu, de l'allemand et même du créole, mais ça reste de la langue française, ça reste quelque chose de très Moi, j'ai pensé en vous lisant à quelqu'un qu'on a reçu sur ce plateau, à Édouard Glissant, et son Tout Monde, le Tout Monde et la créolisation, etc. Parce qu'Édouard Glissant croit à une créolisation des langues. C'est-à-dire une créolisation générale. Moi, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, ils sont opposés à cette créolisation. Mais qu'on le veuille ou pas. Pardon, allez-y. Non, mais le français est pétri de mots étrangers, arabes, espagnols, italiens. Et l'anglais encore plus. Et l'anglais encore plus. Et en même temps, il y a un génie de la langue. Expression qui est très à la mode aussi. Pour discuter, il faut être deux. Il ne faut pas être un. Et la langue, c'est aussi une médiation, mais il faut une certaine stabilité. C'est-à-dire, oui, la langue française, il y a une chose qui est sûre, elle va disparaître.
Ça serait d'ailleurs bien dommage. Sinon, on serait en train de parler latin, par exemple, ou celte, ou je ne sais quoi, ou sanskrit. Il faut quand même considérer, enfin moi c'est mon point de vue, puisque tenant la plume parfois je me pose forcément la question, on est quand même garant d'une certaine continuité de la langue dans le temps, parce qu'on n'est pas chargé de communiquer seulement avec nos contemporains, mais avec nos enfants. Et je serais navré qu'un jour il faille traduire en français, en bas français peut-être, Chateaubriand. Ou les mémoires de guerre du général de Gaulle. Et c'est pour ça que moi, autant je ne suis pas très conservateur sur le plan des idées, sur le plan de la langue, je suis d'un absolu conservatisme. On a cité plusieurs fois Blaise Pascal. Blaise Pascal, il utilisait 6000 mots. 6000 mots. À l'époque, Shakespeare en utilisait 20 000. Je veux dire, et il a réussi à dire des choses extraordinaires avec 6000 mots. Donc moi, je tiens à garder ces 6000 mots-là. Alors effectivement, après, une fois qu'on est sûr d'être sur ce socle-là, évidemment, la langue française est assez robuste pour attraper toutes sortes d'innovations et pour aller vers des mélanges. Mais si le socle n'est pas là, bien sûr. Je ne sais pas dans quelle langue on se parlera, mais on se comprendra moins bien. Qui en décide? Mais l'usage, chère madame. Voilà. Donc le lecteur de vos livres. Voilà, justement. Bien sûr. Mais ni vous ni moi, en quelque sorte. Un petit peu. Chacun a sa petite part. Non. Non, si c'est l'usage, c'est quelque chose qui est global, qui est social, et c'est pas chaque individu qui décide. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un usage social de la langue, et cet usage social, effectivement, c'est lui qui en décide, qui prend les 6000 mots de Pascal, mais qui ajoute les mots de d'Alembert, mais qui ajoute les mots de Pauline Dreyfus, mais qui ajoute les mots de Lydie Salvert, et qui ajoute même les vôtres, même si vous croyez que vous n'avez utilisé que les 6000 mots de Pascal. Ah, j'ai pas dit que j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'en avait utilisé que 6000. Lui. Je n'oserais pas me comparer. Non. Et après, il y a les mots qu'on met dans les livres aussi. Il y a les mots qui ne sont pas les mots de la doxa et du quotidien. Mais le mot spleen, qu'utilise Baudelaire, est devenu aujourd'hui un mot courant. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, par exemple, justement, il faut faire confiance, à mon avis, à l'usage. Absolument. Et en faisant confiance à l'usage, ça ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas codifier un certain nombre de choses, qu'il ne faille pas transmettre un certain nombre de mots, mais en même temps, c'est l'usage qui va finir par dire que, voilà, c'est ce qui reste, et c'est ce qui fait que la langue est vivante. C'est-à-dire que la langue... Parce que si on ne s'en tient qu'aux 6000 mots, comment dire, de Pascal, que j'aime beaucoup, et à un moment donné, on a l'impression que la langue va finir par se scléroser. Bien sûr. L'usage, c'est celui que nous avons, nous, autour de cette table. Et soit on considère que la langue est purement utilitaire. Je veux dire, passe-moi ce livre. Je n'ai perdu aucun sens par rapport à ce que j'aurais dit. Est-ce que vous pourriez avoir l'obligeance de me passer ce livre, s'il vous plaît? La différence entre la première et la deuxième formule, c'est que je pense que la deuxième est un peu plus de respect. Et autrement dit, être exigeant dans la manière dont on manie cette langue, qu'on a reçue et qu'on aimerait transmettre, c'est aussi une manière de respecter l'autre. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut que rien ne bouge. Ça serait totalement idiot de dire qu'il faut que ce soit inopérant. Mais ça veut dire qu'on a quand même, à mon avis, cette obligation-là. Voilà. C'est peut-être très réactionnaire. Oui, mais non, mais entre passe-moi ce livre, un minimum, entre, comment dire, passe-moi ce livre et est-ce que vous auriez l'obligeance de me passer ce livre, il y a des registres de langue qui a toujours existé dans toutes les langues. Et donc ça dépend du contexte, ça dépend du niveau, j'ai envie de dire, à la fois de formation, d'éducation et même sociale, parfois des gens qui utilisent cette langue-là. Et heureusement qu'il y a des registres différents, c'est ce qui fait des niveaux de langage différents. Et c'est ce qui fait la richesse d'une langue pour moi. Voilà. Bien, je voudrais vous remercier tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je voudrais rappeler les titres de vos livres et conseiller à nos spectateurs de lire ces livres, parce qu'ils sont magnifiques. Lydie Salvert, « Tout homme est une nuit ». Vous savez, il y a un petit mot qui court dans la vie littéraire, qu'après le Goncourt, on n'arrive jamais à s'en sortir et à faire un nouveau livre correct. Eh bien, elle n'a pas fait un nouveau livre correct, elle a fait un livre remarquable, après le Goncourt. Voilà. Ensuite... donc, Heureux les serviteurs de Xavier Paquier, avec au fond cette recherche de l'intrication du bien et du mal chez les croyants et dans un groupe de croyants. Et puis Louis-Philippe d'Alembert, Avant que les ombres s'effacent, l'Odyssée des Juifs allemands poursuivis pendant la guerre qui trouvent un havre de paix à Haïti. Bravo de nous révéler cette histoire que très peu de gens connaissaient. Et puis surtout de nous la révéler, je dirais, avec un tel talent qui nous emballe véritablement.
Et puis Le déjeuner des barricades, sans doute l'un des livres les mieux écrits de cette rentrée, choisi par les jurys, parce que l'écriture de ce livre transcende quelque chose qui est un moment exceptionnel. Tout le monde pense à mai 68, la France qui s'est arrêtée, la violence, les barricades, etc. Mais il y a eu un déjeuner littéraire qui a donné le prix Roger Nimier. À qui? À Patrick Modiano. Magnifique. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Nous sommes heureux d'avoir fait cette émission littéraire.